Cette vidéo est la suite d'un premier épisode dans laquelle, avec Pierre, nous sommes revenus sur l'origine de la GEP en 1883 et puis aussi sur sa méthode de recherche. Donc je vous invite d'abord à regarder ce premier épisode pour un peu mieux comprendre le contexte. Évidemment, ces interviews ne reviennent pas sur toute l'intrigue de l'époque. Je vous invite également à bien lire les livres pour avoir tous les détails historiques, puisque, comme on l'explique, à quelques détails près, c'est ce qui s'est passé à l'époque pour Bologne, pour la création de la GEP ou la mise en place de la coiffe. Le fameux, le mythique voyage à Bologne, celui qui devient presque notre fantasme à tous. Là, on arrive en 88 et donc tu parles d'une belle délégation, d'une part d'étudiants de la GEP, en partie, 6 étudiants de la GEP, 2 étudiants de Marseille qui vont rejoindre 19 savants français. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a vraiment eu cette délégation de la GEP de 6 étudiants et 2 Marseillais et 19 savants français? Alors ça, c'est un travail de reconstitution historique qui demande beaucoup de temps parce qu'en fait, tu n'as pas la délégation qui t'est livrée en entier. Tu es obligé de tout reconstituer pour savoir qui était qui. Ouais. Et en fait, j'ai pu réussir en fonction de déduction qui était l'identité, en fait, ne serait-ce que celle des étudiants, en allant à la Bibliothèque nationale de France, chercher dans les archives, récupérer toute la liste des étudiants, retrouver leur nom et voir si c'était cohérent par ordre d'arrivée pour savoir si effectivement ils avaient pu être présents dans l'association à ce moment-là. Ça, c'était l'enfer. Mais j'ai creusé après, par exemple, si tu prends Samuel Desmoulins, si tu prends Chometon, si tu prends qui d'autre? Alors, tu as le président Chometon, tu as son trésorier Champdebois, tu as son ancien vice-président Stauber. Alors oui, tous ces personnages-là, j'ai quand même réussi à reconstituer quasiment leur biographie. Donc pour certains, j'ai leurs photos, pour certains, j'ai leur parcours dans toute leur vie jusqu'au moment où certains ont eu la Légion d'honneur aussi. Donc, grâce à ces dossiers-là, tu peux quasiment reconstituer toute leur vie, là où ils sont enterrés, etc. Donc, ça c'est des personnages qui, pour le coup, ont vraiment existé et sur lesquels j'ai encore plus de détails que ceux que j'ai mis dans le livre, parce qu'à un moment donné, tu peux pas détailler tout comme ça, mais voilà. Ça, c'est pour les étudiants. Pour les professeurs, là, je pense que tu peux être déçu parce qu'effectivement, moi, j'ai pris le parti de tous les décrire, de tous les citer, de certaines déductions que j'ai pu faire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le centenaire à Bologne pour les 800 ans, enfin le 8e centenaire plutôt qui a été mis en place et pensé très largement par Giuseppe Carducci, qui était en fait un poète et un politique italien et qui voulait, suite à la réunification de l'Italie, lui donner des lettres de noblesse et de savoir de faire rayonner tout ça autour de Bologne, qui est, on l'entend souvent, l'alma mater studorium, qui veut dire en fait la mère nourricière de toutes les études, et qui est considérée comme la première université européenne. Alors certains vont dire c'est la première université, en tout cas c'est la première à se nommer en tant que telle dans le monde occidental alors je crois qu'on est au Moyen-Âge, il y a une histoire comme ça, parce que c'est jamais forcément les mêmes périodes, mais en tout cas on est vraiment aux alentours de 1088. Et ça, d'ailleurs, c'est daté à la louche, parce qu'en fait, ils en savent rien, les historiens à l'époque, italiens. Ils savent pas vraiment quand est-ce qu'ils vont mettre le curseur. Et ils savent qu'il y a eu un professeur, un glossateur, donc un juriste, qui s'appelait Irnerius, la lumière du droit, qui était en fait très réputé à l'époque.
et qui avait donc une aura dans cette université qui, à mon avis, ne s'intitulait pas encore université, et ils se sont dit, allez hop, c'est parti, on prend 1088 pour faire les 800 ans. En fait, c'est une datation a posteriori. Et pareil, je l'explique aussi dans le bouquin, on l'a vu ça dans des codes, c'est le 12 juin qu'ils vont à Bologne, c'est cette date du 12 juin. En fait, non, les fêtes, elles ont commencé plus tôt, les Français étaient à la bourre, donc ils arrivent que le 9 ou le 10 juin, je crois que c'est le 10 juin de souvenir. Et en fait, voilà, et en fait, c'est le 12 juin que la fête officielle a lieu. Alors, l'archi Gymnasio, je sais pas si on le formule forcément bien. C'est pas une soirée, c'est en journée en plus. Oui. C'est la fameuse cérémonie officielle où on inaugure en fait les 800 ans de Bologne, et en fait toutes les délégations du professeur vont faire un discours à la gloire de l'Italie et à ses rapports qu'ils ont avec l'Italie. Et pour revenir sur la date du 12 juin, en fait le 12 juin c'est une date de victoire pour Bologne, où en fait les Français, l'armée de Napoléon III et de Victor Emmanuel II boutent en fait les Autrichiens en dehors de Bologne après une guerre fastidieuse. Et en fait, c'était le 12 juin, donc c'est une date symbolique. Et ils ont choisi ça, mais en fait, c'est pas du tout l'année de fondation ni la date de fondation de l'université de Bologne. Et ça, à la limite, c'est vraiment un détail. Pour en revenir à la délégation, qu'est-ce qu'ils viennent foutre là, en fait, ces universitaires? Voilà, la première chose, c'est que c'est des universitaires, donc c'est un peu les premiers concernés avec les étudiants pour venir et être invités à Bologne, ça c'est une chose. Mais comment on attire en fait des universitaires? Ce qu'a trouvé en fait le comité d'organisation des fêtes de Bologne, c'est de dire, bon, c'est simple, c'est une université qui a une aura incroyable avec celle de Paris notamment, hein, parce que ça aussi je parle entre et qui se tire un petit peu la bourre depuis le Moyen-Âge entre ces deux universités. Mais recevoir un titre spécial de cette université, c'est le fameux doctorat honoris causa. Bon, là, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que c'est un titre honorifique qui vont recevoir, en fait, ce doctorat-là. Et en fait, ce que j'ai fait, ça aussi, ça a été très long, c'est de reconstituer qui était concerné, en fait, par ce doctorat. Et en fait, tous les professeurs que tu trouves dans le roman et dans le chapitre 8 en particulier, c'est tous ceux qui étaient lauréats de l'honoris causa et qui pouvaient être appâtés sur place par la remise de ce doctorat-là. Sauf que, et là c'est problématique, enfin entre guillemets, c'est que cette délégation-là, tu sais qu'il y en a eu certains qui sont vraiment venus, et d'autres, en fait, tu sais pas du tout s'ils étaient là ou pas. Et la majorité, tu sais tu sais pas s'ils étaient là, en fait. Et moi, ce que je trouvais intéressant, parce que c'est pour montrer aussi une certaine, le fait que ce soit contemporain, tout simplement, avec ces étudiants, c'est que était concerné Louis Pasteur et était concerné Charcot. Et ça parle forcément à des étudiants, même pas forcément, mais en plus à des étudiants en médecine, en sciences, etc., où en fait, tu as toute une délégation de professeurs que tout le monde a dû voir, même aujourd'hui, en les croisant dans ses études. Alors, c'est hyper spécialisé. Tu as les mecs des mines. Enfin, moi, j'ai jamais entendu parler des professeurs de géologie des mecs des mines, tu vois. Enfin, c'est des trucs, si t'es pas du métier et si tu sais pas si dans des cours particuliers, ils sont venus apporter quelque chose, c'est des mecs dont t'as jamais entendu parler. Par contre, là, pour le coup, tu peux être de n'importe quelle étude, tu vas retrouver sûrement quelqu'un que tu as dû croiser, un nom que tu dis, ah putain, mais en fait, le mec était là à cette époque-là, quoi. Et c'est le cas particulièrement pour Pasteur, pour Charcot. Et moi, le personnage que j'adore particulièrement, et tu disais que tu voyais pas qui c'était, mais moi, je n'aurais jamais su qui était ce mec-là, c'est le fameux, Chevreul, qui, en fait, est connu pour avoir bossé sur la saponification, tu vois, donc c'est quand même un domaine très particulier, et d'avoir bossé sur sur la couleur en particulier. En fait, il était même connu par les impressionnistes à l'époque parce qu'il avait réussi à isoler des couleurs, faire des pigments, des machins, etc. Et il avait fini par diriger, en fait, pendant pas mal d'années, la manufacture des Gobelins, hein, qui est connue à Paris. Et je crois que les Gobelins, là, c'est plus connu aujourd'hui pour les jeux vidéo ou audiovisuels, je crois, quelque chose comme ça, donc rien à voir. Mais à l'époque, c'était plutôt dans cette thématique-là. Et ce professeur,
Pardon, dis-moi. C'est lui qui est centenaire? C'est lui qui est centenaire. C'est ça qui est incroyable. Et en plus, on retrouve de très très belles photos de lui à l'époque. Il a une tête formidable, ce type. Et en fait, c'est un gars qui est né, je crois, de souvenirs avant la Révolution et qui a vu tout le 19e siècle se passer. Donc c'est un personnage que je pouvais pas ignorer. Que je voulais vraiment le mettre en scène. Et est-ce qu'il a vraiment dit alors à Chaumeton cette phrase vous embrassez 100 ans en un instant? Non, c'est moi qui l'ai écrit. Ah. Ok. Mais donc du coup, quels sont les personnages dont tu es à peu près sûr qui sont venus le récupérer sur place, ce doctorat honoris causa? Il y a Ernest Lavis qui est pour les étudiants et les Faluchards peut-être l'un des principaux historiens de l'époque. Pourquoi? Parce que si on est persuadé que la Faluche vient de Bologne alors que c'est pas le cas, c'est parce qu'en fait il y a eu une mauvaise interprétation d'un texte de Lavis qui parle justement de ce voyage à Bologne où il dit qu'ils avaient adopté les chapeaux, donc l'orsina à l'époque, le petit chapeau de Bologne que tu retrouves partout sur les gravures de l'époque, et dans un livre qui s'appelle Le quartier latin, La vie du quartier latin, pardon, et qui est par contre de 1936, donc bien plus tard, on a effectivement un raccourci qui est fait en disant, en fait, le chapeau qui ramène et qu'ils ont tous adopté, c'est la Faluche. Et c'est ce qui a été traduit dans notre code, où on dit qu'ils sont revenus des fêtes et ont adopté le chapeau des habitants de Bologne. Enfin, c'est pas du tout ça, en fait. C'est pas du tout ça qui est dit, quoi. Et ça, c'est Manuel Segura qui en parle dans Les Tribulations d'une galette pas comme les autres, et qui rentre vraiment dans le détail de comment c'était fait à l'époque, quoi. Moi, je l'ai un peu édulcoré, je l'ai remis en scène dans ce voyage à Bologne. Mais oui, c'est ça. Là, tu nous l'expliques bien. Alors, à part lui, à part le Ernest Lavis, sur Gaston Boissier de Sur, celui qui fait le discours, parce que j'ai retrouvé un texte de lui sur Bologne plus tardivement et qui vient compléter celui d'Ernest Lavis. En fait, tu vois, c'est là où aussi c'est hyper flou. C'est que tu as la délégation de professeurs officiels, celle qui est identifiée via les honoris causa, et puis ensuite, tu as la version un peu officieuse de ceux qui n'ont pas du tout reçu d'honoris causa, dont Ernest Lavis d'ailleurs, qui était trop jeune, je pense, à l'époque, et qui n'était pas encore passé par l'Académie française, etc. Mais tu avais d'autres professeurs d'autres universités. Donc, tu trouves des articles étranges où tu te rends compte qu'en fait, il y avait des professeurs de Lyon, il y avait un professeur d'Aix-en-Provence, et tu as des professeurs en fait qui sont totalement mineurs par rapport à ces grands pontes. Une chose est sûre, c'est que Chevreul, Pasteur et Charcot, Chauveau, Rénan, tous ces noms-là qui sont vraiment connus, t'as aucune certitude que les mecs y étaient. Et je vois mal Pasteur qui était hémiplégique et Chevreul qui avait 100 ans se farcir pareil, je sais pas combien de jours de trajet pour aller chercher un paplard, quoi. Tu vois. Oui, je vois. Mais c'est assez surprenant. Donc, en fait, cette liste des 19, elle est plutôt romancée. Elle est romancée et elle est du domaine de la supposition sur beaucoup, quoi. Et surtout ce 20e personnage dont on n'abordera pas beaucoup plus de détails, mais lui aussi est totalement fictif. Ouais. En revanche, il y a un petit truc qui m'amuse beaucoup moi, dans ce livre et j'aimerais avoir un peu de précision dessus. C'est la fameuse venue de ce responsable du gouvernement au nom de Sadi Carnot avec une mallette de billets pour qu'il puisse acheter 6 costumes. Est-ce que c'est vrai ça? Alors ça, c'est romancé, mais tu sens bien quand même que ils vont à Bologne avec un fond de représentation diplomatique. Ça, tu le sens. Oui. Tu sens que c'est quelque chose qui est... Un fond ou un... Alors, ce qui est de sûr, ce qui est vrai, c'est que je ne sais pas si le gouvernement aurait pu faire un geste plus important, tu vois, en disant, il y a une centaine d'Allemands, il faut qu'on soit une centaine de Français, donc je vais financer le voyage pour 100 personnes. Ça n'a pas été le choix. Ils ont décidé, en fait, de financer le voyage vraiment que pour 5 personnes.
Ah Et oui. donc, le fameux Louis Franck, lui, visiblement, ça, tu le retrouves dans ça, c'est pas quelque chose que j'ai inventé. Lui est vraiment parti avec eux à ses propres frais. Donc, c'est quelqu'un qui devait être quand même d'un milieu aisé pour aller partir. Ils sont partis 2 semaines, je crois, quasiment de voyage, parce qu'ils ont fait le tour de l'Italie. Ils sont repassés par la France, ils sont passés par Lyon avant. C'était vraiment la tournée des Grands Ducs, quoi. Ils sont même partis plus longtemps que ça. Ils sont partis 20 jours, du 7 Voilà. au 26. C'est Donc, ça. c'est quand même pas mal, hein, presque 3 semaines. D'accord, ok, quand même, mine de rien, mine de rien. Bon, alors on peut parler aussi des Allemands. Tu dis une centaine, tu dis 150 même dans ton livre. Tu dis qu'il y a une amitié entre les Italiens et les Allemands. Ouais. En fait, il y a des intérêts politiques avant tout. Il faut savoir que la France, à l'époque, est quand même isolée. Elle a perdu la guerre en 1870 face à la Prusse. Ça va sonner l'avènement, en fait, de l'Empire allemand. Et nous, on est totalement isolés. Et on retrouve quand même historiquement des affinités avec les Italiens, parce que, comme je le disais, on les a aidés pour la guerre contre les Autrichiens à l'époque. Sachant que c'est comme ça qu'on a récupéré le comté de Savoie et le comté de Nice. C'est grâce à cette guerre qu'on récupère ces deux-là. Par contre, ce qu'on perd, nous, en 1870 ou 1871, c'est l'Alsace et la Lorraine. Et on est une France meurtrie où, dans la jeunesse, il y a à la fois un peu un désir de revanche et un désir de rebriller à nouveau, quoi. Et c'est ce qu'ils vont faire, c'est ce qu'ils vont totalement faire pendant ces fêtes à Bologne. Ouais, tu parles de souvenirs douloureux, donc ça on comprend bien. Tu parles aussi tu cites 3 villes, Berlin, Leipzig et Edelber. Je doute un peu de la prononciation, mais comme étant les pires. C'est marrant que tu mettes cette annotation. C'est totalement gratuit. C'est totalement gratuit. C'est un pic de franchouillard qui se dit oh là là, on a perdu l'Alsace et la Lorraine et c'est les pires. Ça, c'est pour grossir le trait qu'ils sont quand même hyper isolés et qui sont en plus vraiment. Enfin, les Allemands sont en surnombre, quoi. Ouais. Et ça, en plus, il y a un truc qui est indéniable, c'est que les Allemands, ils ont des corporations, des universités très très fortes depuis le début du 19e, alors que nous, on a quasiment un siècle de retard, quoi, sur ces corps étudiants qui sont hyper, qui ont un folklore, qui ont des codes, qui ont des répercussions dans la vie professionnelle avec des passerelles, etc. C'est pour les Français, il y a beaucoup de choses qui sont pas en place, quoi, qui vont se faire peut-être de façon officieuse, mais qui sont pas du tout de l'ordre de l'organisation. Et ça se ressent dans la Faluche aujourd'hui. Tu compares les Allemands ou les Suisses à nous, et puis tu rigoles, quoi. Tu sais que nous, on a déjà pas forcément, on n'arrive pas forcément à s'entendre entre filières dans une même ville, entre plusieurs villes. Alors t'imagines au national. Donc peut-être que eux aussi c'est la même chose, mais en tout cas sur place, ils sont vraiment très ils ont une identité forte, quoi, et une structure très très forte. Ouais, tu dis les Français se sentent ternes et dépassés. Ouais. Alors c'est pas le mot qui est utilisé, je crois, dans justement Études et étudiants de 1889 d'Ernest Lavis, mais c'est l'idée, quoi. C'est que les mecs, ils sont habillés en croque-mort, quoi. Enfin, c'est un peu ce que je. Ouais, comme disaient les Italiens. Voilà, enfin, tout le monde est en costume, tout le monde a ses apparats, les Allemands ont la rapière et leur tenue estudiantine, les gens qui viennent même du fin fond, je sais plus de quel pays, parce qu'il y avait énormément de gens qui venaient, qui sont venus à Bologne, ils avaient tous des apparats et les Français, ils arrivent avec leur cocarde, vraiment très républicaine, bleu, blanc, rouge, et en fait, ils ont pas de folklore, quoi. Ouais, tu dis veston noir, pantalon à pince, chapeau rond, je crois, tu précises, cocarde bleu, blanc, rouge, ruban violet aux couleurs de l'université de Paris, et leur canne, voilà. Contrairement aux professeurs qui ont l'air d'avoir déjà des costumes un petit peu plus folkloriques. Tu parles de simar, donc cette longue robe avec des petits boutons et une ceinture, de la toque universitaire, de leur nœud en rosace autour du cou, de la robe de couleur disciplinaire aux manches noires et aux épitogues d'hermine
Et puis de leur toque avec un petit rappel doré, je sais plus quoi, j'ai oublié les détails, mais donc, il y a quand même quelque chose d'assez fort, contrairement aux étudiants. Mais il y a quand même quelque chose alors pour ces universitaires qui est vrai ou tu as retrouvé des traces? Totalement. Et en fait, elle est pas du tout éloignée de ce que ce que sont censés porter les universitaires en tenue universitaire. Elle est vraiment pas différente de ce qui se fait aujourd'hui. En fait, c'est quasiment la même chose. Par contre, les universitaires, en fait, il faut prendre un truc en compte. Alors, la première chose, c'est que l'université de l'Ancien Régime, elle est totalement imprégnée de l'Église. Les étudiants sont en réalité des clercs et ont une tenue de clerc. Donc, quand tu reprends la simar, la fameuse soutane qu'ont les professeurs, c'est quelque chose qui est ecclésiastique. Quand tu prends la robe des avocats aussi, qui ont aussi les pitoges avec les rangs d'hermine etc. Si tu prends juste la robe d'avocat, c'est quelque chose qui fait très ecclésiastique aussi. Et par contre, il y a eu, ça s'est perpétué entre il y a eu un passage en fait entre l'ancien régime et l'après-révolution pour les professeurs. Par contre, s'il y avait un folklore étudiant qui existait vraiment de façon certaine sous l'ancien régime, lui par contre ne s'est pas forcément perpétré après la Révolution française. Et donc ça crée un décalage total entre les professeurs qui eux ont une super tenue. Alors enfin on n'aime pas, c'est pas le débat quoi. Mais qui ont vraiment un apparat bien particulier et les étudiants français qui repartent de zéro en fait. Ouais. Mais dernière petite question, est-ce qu'ils étaient vraiment habillés comme ça à Bologne ou aucun indice, aucune trace de comment étaient habillés ces savants, ces professeurs? Tu me poses une colle. Là, c'est toi qui as un peu romancé. Je me souviens plus. Ça a coupé. Je pense qu'ils étaient en tenue. Pour moi, ils étaient en tenue, les professeurs. D'accord. De ce que j'ai trouvé, ils étaient en tenue. Ouais. Et pour revenir un petit peu sur cette arrivée à Bologne, l'arrivée à la gare, j'aimerais bien en revenir un petit peu sur qu'est-ce qui était la part du vrai, la part du faux, sur les Italiens qui viennent récupérer les Français, les portent à bout de bras, avec 4 Allemands à côté, et vont les mettre dans des sortes de calèches auxquelles ils vont enlever les chevaux, hein, ils vont dételer les chevaux et retirer les roues pour les porter jusqu'à leur villa, je sais plus ce que c'était le terme exact, leur pavillon qui d'ailleurs français et allemand sont encore placés côte à côte. Est-ce que tout ça c'est romancé? Quelle est la part du vrai, la part du faux? Du coup, c'est vraiment ce que j'ai récupéré des recherches historiques. Tu as vraiment les Français qui ont une crainte d'être arrivés en retard, qui vont pas forcément être bien reçus et qui en fait ils sont reçus par une foule en délire quoi. Et ça ils le racontent. Alors moi je l'ai un peu romancé, je l'ai vraiment joué à fond le truc parce que t'as pas tous ces détails là sur la vague humaine qui porte les professeurs etc. Mais tu retrouves quand même le fait que les Italiens les embrassent sur la bouche. Alors faut nuancer quand tu dis qu'il y avait 4 Allemands. Faut nuancer, ils étaient 150, il y avait 4 Allemands, on ne sait pas si c'était des Alsaciens français qui reconnaissaient leurs ouailles, tu vois, donc c'était pas fort, enfin c'est vraiment à prendre avec des pincettes, hein, parce que voilà, c'était pas de beau fixe non plus, hein. Mais oui, effectivement, ils sont reçus en grande pompe et ils vont se tirer la bourre avec les Allemands pendant tout le voyage. Ça va être lequel est en avant. Et en fait, comme tu disais, les Italiens et les Allemands ont effectivement des intérêts politiques. Alors là, je ne vais pas refaire de la géopolitique de l'époque parce que je l'ai plus en tête, mais ils ont des intérêts communs. Par contre, on sait que la France aussi est un invité de choix pour les Italiens parce qu'il y a une fraternité qui se fait par la langue, de fait, qui se fait par l'histoire, qui se fait par la culture qu'on a eue en commun à la Renaissance, etc. Et puis par la culture, pas guerrière. Ouais. Tu dis Viva la Repubblica Française, tu dis, et puis ils répondent Vive l'Italie. Et, ça, tu le retrouves ça dans les textes. Dans les textes historiques. Embrasser sur la bouche, ouais. Ouais. Et bah attends, mais même si tu prends quasiment ça aussi c'est étonnant. Alors peut-être que ça s'explique, j'ai pas forcément l'explication, mais tu prends
des gravures de Bologne et t'as des jeunes hommes qui s'embrassent sur la bouche Oui. et qui sont dessinés en tant que tels. Ça, je peux C'est le retrouver. remettre la fameuse gravure dont tu parles, je C'est pense, ça. celle avec le fameux tonneau de Turin. Oui, Euh, oui, oui, oui. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire après ça donc il y avait eu cette fameuse course aussi où ils enlèvent les roues des 15 Ils détellent les chevaux pour pouvoir faire la course dans les rues avec une victoire des Français. avec une victoire des Français. Ah là là. Et donc du coup, à Bologne, il se passe pas mal de choses. Hein. Ça s'étale quand même bon, pour les Français sur 11, 12, 13, 14 juin surtout, avec l'arrivée donc le 10 ce soir. Aux côtés de ces 4 Allemands, Français, on ne sait pas trop Alsaciens, où ils ont une petite soirée qui passe aux côtés des Allemands qui les agacent, mais ça va pas plus loin. Puis ensuite, le lendemain à 9h, tu décris l'arrivée du roi en grande pompe à la gare, avec encore une fois les Français qui veulent se mettre en avant, et ça, tu nous le fais bien comprendre. Avec cette fameuse course au drapeau devant le carrosse du roi. Tout ça, c'est vrai? Ouais. Une gravure de l'arrivée du roi en train. Ça, je l'ai aussi. Ah, super. Un tableau ou une gravure? Une gravure, enfin, je sais pas exactement quel est le procédé, mais c'est un dessin, quoi. D'accord. Ok. Je pensais à une peinture en couleur, mais Non. d'accord. Et avec le petit mot, le plaisir d'accueillir les étudiants français, ça aussi, c'est une phrase inventée ou c'est une vraie phrase du roi? Alors, peut-être que je l'ai manipulé pour les besoins qu'un, mais c'est ce que dit le roi Umberto Ier aux Français, quoi. Et donc, du coup, il y a vraiment cette arrivée du roi devant les Français. Tout ça aussi, c'est vrai? Pour être aux premières loges. Ah, ils sont forts, ces Français, qui décidément veulent passer en force les premiers. Avec la fameuse demande de Chaumeton aussi pour pouvoir être devant Francia Prima. D'accord. Bon, tout ça, c'est vrai. Le fameux discours de 3 minutes, respecté par chaque nation, tout ça, donc c'est le 12 juin en journée, avant d'arriver à ce fameux dîner du 12 juin que tu commences à nous romancer. Alors, j'irai pas spoiler ce qui se passe, mais est-ce que c'est vrai ce qui s'est passé avec les Allemands ou c'est une totale fiction de ta part? C'est une fiction, mais il y a un truc qui m'interroge, tu vois, dans cette relation entre les Allemands et les Français. Je sais pas comment ici sont pris, mais ils ont réussi à faire écrire aux Allemands Le télégramme. le fameux télégramme. Génial. Donc ça, c'est vrai. Ouais, ça, c'est vrai. Alors ça, tu vois, je suis toujours un peu scotché. On me dit, merde, ils ont quand même réussi à faire écrire ça aux Allemands que la République française était, alors je sais plus exactement, était le fleuron du progrès, etc., à destination du Président. président de l'époque. Et pour moi, c'est comme ça que je conclus que alors l'Élysée, entre guillemets, de l'époque, a reçu le message que la mission diplomatique avait bien fonctionné, quoi. D'accord. D'accord. Donc, effectivement, tu as essayé de romancer comment ce télégramme arrive. Donc, je n'en dirai pas plus sur ce qui se passe. En revanche, un truc qui est très intéressant, et je pense qu'il est vrai, c'est cette fameuse soirée à 5 km de Bologne, dans cette villa, un grand banquet de 1000 couverts, tu dis, avec des cadeaux qui viennent de toute l'Italie, 70 kilos de parmesan, de Pavie, le bœuf de Padoue et le fameux tonneau de Turin. Donc tout ça, c'est vrai. Ouais. Ils ont défilé en ville toute la journée, donc ça aussi, je m'interrogeais. Les mecs, ils ont passé, on est au mois de juin, apparemment, il faisait quand même vachement chaud, et les mecs, ils ont fait circuler le pinard le pinard et le fromage dans toute la ville. Bon, je sais pas. Après, ça peut passer, hein, ça passe. Tu parles. Bah, si ça se trouve, en fait, le parmesan, il était servi fondu. C'est ça. C'était peut-être de la raclette, en fait. Et donc cette fameuse troisième journée, le 13 juin, visite au pavillon étranger pour faire de la pub. Ça aussi, c'est vrai? Oui. Parce qu'en fait, on a un moment majeur qui est évoqué dans le bouquin,
enfin, un événement majeur, qui sont les fêtes en fait de Paris de 1889. Et en fait, tu sais qu'en 1887, avant même qu'ils partent à Bologne, les étudiants de Paris veulent déjà faire ce que on pourrait dire un congrès, enfin en gros une fête significative, en réunissant tous alors pas tous, mais les délégations de chaque ville universitaire française. Et en fait, quand ils partent à Bologne, naît l'idée de se dire, bah attends, qui peut le moins peut le plus, c'est plutôt dans cet ordre-là. Donc du coup, à la place de n'inviter que nous Français à Paris, eh ben on va faire pareil. Et pourquoi on va faire pareil? Parce que cette année-là, on va pouvoir rayonner encore plus. On a l'exposition universelle, l'inauguration de la Tour Eiffel, on a l'inauguration de ce qu'on a appelé longtemps la Sorbonne Nouvelle. Alors, on l'a appelé longtemps la Sorbonne Nouvelle, mais enfin, c'était nouvelle en 1888, donc ça fait un moment qu'elle est nouvelle. Mais en gros, il y a eu beaucoup d'événements qui leur ont permis de dire, bah, faisons-le à grande échelle. En fait, invitons tout le monde. Et ils ont fait, en fait, comme leurs homologues italiens, mais un an plus tard. Ok, bah tout ça, ça a l'air d'être bien goupillé. Je pense qu'on a bien fait le tour. Et dernière petite question, c'est le retour. Ou même avant le retour, cette fameuse rallonge du 14 juin jusqu'au 26 juin dans toute l'Italie et dans tout le sud de la France. Cette fameuse mission diplomatique que négocie Chaumeton. Est-ce que ça, c'est vrai aussi? Est-ce que tu as des traces de cette négociation et de cet accord? Non. Ça, c'est une invention de ma part parce que j'arrivais pas forcément à comprendre comment et avec quel financement ils avaient réussi à partir dans toutes ces villes d'Italie. Si bien que même, je mets quand même un petit bémol sur cette visite d'Italie. Pourtant, on le retrouve dans plusieurs textes historiques. Je me dis que ça fait quand même beaucoup, quoi. Surtout qu'ils repassent par la France, ils font plusieurs villes. Et je sais pas s'ils sont allés jusqu'à Venise, je sais pas s'ils sont allés jusqu'à Florence, jusqu'à Genève, non pas Genève, Gênes, pardon, jusqu'à Gênes. Donc ça, je sais pas. Franchement, je sais pas. Ouais, puis ils retournent Marseille, ils déposent les deux confrères avant d'aller à Aix-en-Provence où il va y avoir la création d'une association locale avant de remonter sur Grenoble, Lyon, Paris. Voilà. Ouais. Avec un retour à Paris exténué, le pauvre Chaumeton, tu dis, fera un compte-rendu dans les jours à venir, rentre chez lui pendant que les autres continuent à faire la fête au 41. Ouais, parce qu'en fait, on peut comprendre qu'ils soient fatigués quand ils rentrent et que tous ceux qui les ont attendus les considèrent un peu comme des héros. Et c'était un petit peu ce qui leur arrivait à ce moment-là, c'est qu'ils étaient vraiment considérés comme des héros dans toutes les villes universitaires. Le mot s'était vite passé. Et un peu le malheur là-dedans, c'est que le fait qu'ils aient réussi à obtenir en fait un signe positif de la part des Allemands et leur proximité au même endroit, il y a pas mal de journalistes qui étaient sur place et qui les ont taxés de copiner avec les Allemands. Donc il fallait faire après coup un démenti et dire que non, il n'y avait pas de copinage. Il fallait dire que ils étaient clean entre guillemets de cette rencontre avec les Allemands. Donc pas simple. Ah ouais. Ok, bah écoute, je pense que pour ce qui est historique, on va s'arrêter là, sauf s'il y a... Pour moi, on pourrait en parler beaucoup aussi du retour. Le fameux retour, je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on aimerait savoir parce qu'il s'est passé pour cette association, c'est, je pense, un terreau qui va leur permettre après de propager la Faluche, parce que là on n'a toujours pas abordé la Faluche. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a toujours pas de Faluche. la preuve, c'est qu'ils reviennent avec l'Orsina, ils déposent l'Orsina sur sa table de chevet, et puis d'ailleurs que tu ne mentionnes pas, je crois pas que tu mentionnes le terme Orsina, tu restes toujours sur le béret bolonais. Je dis pas Orsina, j'étais un peu surpris là-dessus, mais peut-être que tu la raborderas plus tard. Oui, oui, c'est ça. 489. Tu as parlé de, effectivement, l'empèbre. Moi, je t'avoue qu'en bon parisien, ça ne me dit strictement rien. Alors, ce choix de l'empèbre du nom, ça veut dire, c'est une expression du Sud
qu'on utilise quand on dit qu'un événement remonte à des temps immémoriaux. On dit ça remonte à l'empèbre. L'empèbre, en fait, ça veut dire pas traditionnellement, mais en le traduisant, ça veut dire l'empoivre. Et en fait, ça correspondrait à une épidémie qui a eu lieu dans l'industrie du verre à soie entre Aix et Marseille en 1800 et des brouettes. En fait, les vers à soie ont eu une maladie qui faisait des petits points noirs sur les vers à soie. Et ils ont appelé ça une épidémie de pébrine. Et en fait, quand tu parles de ce temps-là, ça remonte à cette époque-là, donc ça remonte à l'empèbre. C'est ça, c'est comme ça, ça vient de là en fait. Ah ouais. Ah mais ok. Qu'est-ce que c'est? Alors ça c'est peut-être le plus l'illustration la plus mystérieuse et la plus la plus intrigante et qui va trouver le moins d'écho dans ce roman. Tu peux pas le rattacher à ce roman. En fait, c'est un teaser et c'est un indice pour le tome 2. Wouh! Excellent. Ok. Donc en fait, cette illustration renvoie totalement au tome 2. Et en fait, dans le tome 2, je pense qu'il y aura une illustration qui renvoie directement au tome 1. En fait, il y a un truc inversé. Ok. Bon, bah alors du coup, venons-en par le commencement. Alors, pourquoi l'illustration c'est en fait le décor que tu vois derrière, c'est la Sorbonne en fait. C'est la cour intérieure de la Sorbonne avec l'espèce d'arcade d'où sort le personnage. Le personnage, c'est clairement Jules Delcambre. Il porte une faluche, mais je peux pas forcément dire pourquoi du comment, parce qu'il faut avancer dans le roman, parce que là on s'est arrêté, voilà, en 1880, il faut avancer. Et pourquoi il a ce visage-là? Parce que parmi les personnages que j'ai pu aborder historiques, c'est un des personnages dont je ne connais pas les traits de visage, donc il a un côté très fantomatique. D'accord, donc c'est exprès qu'il ait un petit côté comme ça, un peu froid, quoi. Complètement. Et tu comprendras par la suite pourquoi il a ce côté froid aussi. Eh bien, c'est super. Merci beaucoup, Pierre, en tout cas pour toutes ces réponses. Merci. C'était beaucoup d'un coup. Je pense que tu as donné aussi beaucoup de détails qui sont en plus du bouquin, hein, qui sont vraiment en dehors des sujets abordés dans ce livre. Donc, j'espère que ça peut en intéresser beaucoup qui sont aussi curieux que toi sur l'histoire de la Faluche. J'espère qu'on ne les a pas trop non plus noyés dans tous ces détails. En tout cas, je pense que pour pouvoir faire tout le tour du bouquin, il y aurait besoin effectivement d'un deuxième épisode. On va essayer de se programmer ça plus tôt possible pour essayer de donner une suite à cette vidéo. Je te remercie beaucoup, Pierre. Je ne sais pas si tu as envie de dire quelque chose en épilogue de ce premier interview sur ton bouquin. La première chose, c'est que cette idée de podcast, elle vient de toi et je trouve que c'est une super idée. Donc déjà, je te remercie en premier lieu. Je sais pas si du coup tu le feras passer sous la coupe des Estudiantineries, mais du coup, par la même occasion, je remercie Estudiantineries. Je remercie par avance les gens qui seront arrivés jusqu'au bout de la vidéo parce que je sais qu'Adrien voulait faire un format court en 30 minutes, donc il y aura peut-être des choses qui seront rajoutées et je le comprends pour pouvoir donner un format plus digeste peut-être aussi. Mais en tout cas, voilà, je remercie les gens qui auront prêté une oreille et qui en parleront aussi autour d'eux, qui le partageront sur les réseaux sociaux. Voilà. Ok. Super. Eh ben, merci beaucoup, Pierre. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo sur donc la création de la GEP en 1883. Et ben, je vous propose d'aborder dans une seconde vidéo les chapitres sur Bologne en 1888 et accessoirement une dernière vidéo sur la mise en place de la coiffe. Voilà, je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo et puis j'espère à très vite.